Le PSG est dépité d'avoir perdu le trophée des champions à Lens face au Racing et le fait que le match ne se soit pas joué sur terrain neutre a beaucoup agacé Achraf Hakimi et pas mal de Parisiens après la rencontre. On a tout fait pour gagner. Je suis content du travail de l'équipe. Après, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. C'est une finale. Je pense qu'on devrait jouer sur terrain neutre, aux mêmes conditions. On a joué des finales avec une moitié avec nos supporters et les autres supporters. Aujourd'hui, ça ressemblait plus à un match de Ligue 1 qu'on jouait à l'extérieur. Si vous voulez que le championnat grandisse, il faudra regarder ça. Comme je dis, c'est pas une excuse, même si ça a joué un petit peu. Forcément, le trophée des champions en 2023 PSG Toulouse organisé au Parc des Princes est beaucoup revenu sur la table dimanche soir. À l'époque, le collectif Ultra Paris avait déjà boycotté. Les supporters toulousains n'avaient pas un simple parquage comme dimanche soir, mais toute la tribune Boulogne pour eux, près de 6000 places garanties. Les places latérales étaient disponibles au grand public et pas seulement aux Parisiens. Et le parc était habillé aux couleurs du trophée des champions avec le speaker des deux équipes. Dimanche soir, rien de tout ça. Alors l'avocat Pierre Barthélémy, supporter du PSG pour info, représentant de l'Association nationale des supporters, a profité de l'occasion pour sortir le règlement du trophée des champions. Il prévoit un terrain neutre et le club champion est considéré comme étant celui à domicile. Le nombre de Parisiens a été limité à 1800 dimanche soir, une injustice que les supporters lensois ont reconnue sur cette banderole, mais qu'ils estiment comme un juste retour de bâton au report du Lens PSG de mai dernier pour préserver les Parisiens en vue de la Ligue des Champions, un report non désiré à l'époque par le Racing. Bref, la petite guerre diplomatique PSG-Lens s'est poursuivie dimanche. Elle avait commencé en 2024 lors de l'opposition entre les deux présidents, Nasser El Khelaifi côté PSG, Joseph Oughourlian côté lensois. À l'époque, un mois avant le début de la saison, il n'y avait pas de diffuseur télé, c'était le bordel, potentiellement zéro dans les caisses. Le premier souhaitait que la Ligue 1 soit diffusée par DAZN et beIN Sport, chaîne qatari. Le deuxième voulait que Ligue 1 Plus voit le jour, ce qui avait donné lieu à une grosse embrouille en réunion. Les images ont fuité et sont dispo sur YouTube. Sportivement parlant, on a eu le droit à un beau match de reprise pour le foot français, un Lens valeureux qui, malgré l'exclusion en première mi-temps de Kylian Antonio, a résisté au PSG de Luis Enrique. D'après le Lensois Michael Cuisance, le PSG a d'ailleurs été supérieur au Racing. À la fin, c'est nous qui soulevons le trophée. Des fois, ce n'est pas toujours la meilleure équipe qui gagne. Et c'en est la preuve ce soir. On a joué à un niveau supérieur à ce que j'attendais. On a fait un super match. On a créé des situations pour marquer des buts, mais le football est comme ça. Il faut féliciter l'adversaire. 26 tirs parisiens, 6 cadrés, 0 but. L'organisation défensive lensoise imaginée par le nouvel entraîneur allemand Dino Topmöller a mis en échec le grand PSG le temps d'une soirée. On verra si ça tient sur une saison. L'arbitrage a d'ailleurs beaucoup fait parler aussi dimanche soir. Pour certains, Antonio n'aurait pas dû être exclu pour ce contact sur Marnes à Cliouche. Un deuxième but lensois a été marqué mais refusé car l'arbitre Jérémy Pignard n'a pas laissé l'avantage, donc impossible de l'accorder, il avait sifflé faute. Nuno Mendes a été exclu pour un geste d'humeur sur un collègue lensois. Pas de doute, le foot français est de retour, l'arbitrage est toujours aussi middle. Je reviens de vacances et je dois déjà parler de polémique d'arbitrage dans le foot français. La saison commence super bien. Je sens que je vais reprendre un billet d'avion très vite. Sinon, ce week-end, le Bayern Munich disputait un match amical contre les RB Leipzig. Victoire 3-1, mais l'image du match, c'est le malaise de Jamal Musiala quelques minutes après son but. Comme tu peux le voir sur ces photos, le Marocain Ismaël Saïbari a vu venir le truc et s'est précipité de manière salvatrice sur son collègue. Il est resté inconscient quelques instants avant de reprendre ses esprits et de laisser sa place à un remplaçant. D'après les médias allemands, des examens ont été effectués, pas de communication officielle, mais il s'agirait de déshydratation, d'un coup de chaleur et pas de quelque chose de plus grave, et tant mieux. Cette fois, ça y est, c'est la fin pour CR7. Cristiano Ronaldo a révélé que sa retraite était imminente dans une interview au magazine Vogue. C'est probablement ma dernière année de football et je veux laisser derrière moi un héritage exceptionnel. Derrière cet héritage, sûrement les 1000 buts en carrière, il lui en manque encore 24 s'il garde la moyenne de sa dernière saison, entre 0,7 et 0,8 buts par match. Il devrait faire tomber ce cap des 1000 buts en 28 à 33 matchs. Donc, cette année, ça devrait tomber. Et après ça, le repos. Repos,
footballistique, pas forcément sportif. J'ai déjà tout prévu pour mon avenir. Comme le football pourrait laisser un grand vide, il faut occuper son temps de différentes manières. Pas seulement une activité, et aussi m'amuser davantage, voyager, regarder et jouer au padel, ce que j'aime beaucoup, et continuer à profiter de ce que j'ai gagné, de ce que nous avons gagné. Car après tout, cela fait 25 ans de nombreux sacrifices. Il a profité de la pause estivale pour se marier avec Georgina Rodriguez, un mariage simple, dans l'intimité. Toute la famille était habillée en Gucci pour faire un clin d'œil à la rencontre des deux époux dans un magasin de la marque à Madrid, magasin où travaillait Georgina et dans lequel se rendait fréquemment CR7. Toute la famille en Gucci, comme je vous ai dit, un mariage simple, sans chichi. Union qui a donné lieu à un contrat de mariage. D'après Marca, Georgina touchera 100 000 € par mois à vie en cas de divorce et elle récupérera la maison au quartier La Finca à Madrid. D'après Marca, ce contrat a pour objectif de protéger les deux époux et les enfants en cas de divorce, en cas de procès, machin, voilà, tout est signé comme ça, il n'y a pas d'histoire. Pourquoi les joueurs rentrent-ils avec des enfants sur la pelouse? Aujourd'hui, ça te paraît totalement normal. Avant chaque grand match, les joueurs entrent sur la pelouse en tenant la main d'un enfant. Mais si tu remontes quelques décennies en arrière, la réalité était complètement différente. Pendant très longtemps, les 22 acteurs entraient sur la pelouse absolument seuls, sans gamin à côté. D'abord, cassons un grand mythe, cette tradition est plutôt récente à l'échelle du football. Le premier club à avoir testé les escort kids serait brésilien d'après la presse locale. L'Atlético Mineiro l'aurait fait dès 1976 pour régler quelques soucis financiers. L'idée est simple, si je ramène 11 enfants mascottes au stade, je ramène aussi au minimum les parents des 11 mascottes. Et même 22 si jamais je mets des mascottes pour l'adversaire. Ça n'existe en Europe que depuis les années 90. Le pionnier absolu, c'est d'après les sources dispo, le Werder Bremen en Allemagne. En 94, c'est le premier club sur le vieux continent à faire défiler des enfants sur la pelouse avec les joueurs. 2 ans plus tard, l'idée traverse la Manche pour le mythique derby de la Mersey entre Everton et Liverpool. Sauf qu'à l'époque, on est loin du protocole actuel avec 22 enfants qui rentrent. Il n'y a que 2 enfants au total, soit un seul gamin par équipe. C'est alors qu'un certain Wayne Rooney a la chance d'être sélectionné en 96. Rooney qui deviendra ensuite une légende du football. Voilà. Donc destin tout tracé. Voyant le potentiel du truc, l'UEFA et la FIFA s'emparent du phénomène. Dès l'Euro 2000, le protocole change. Désormais, chaque joueur entre sur le terrain en tenant la main d'un enfant. Mieux encore, pour prôner le respect et le fair play, l'enfant porte le maillot de l'équipe adverse. Oui, avant la mythique finale de l'Euro 2000, Zizou est entré sur la pelouse en tenant la main d'un gamin habillé d'un maillot de la Squadra. Et ça, c'est beau. À ce moment-là, l'objectif est réussi. Le football montre un visage plus humain, plus accessible. Les gamins ont des étoiles dans les yeux, les images font le tour du monde. Tout le monde est gagnant. Sauf que la FIFA ne s'arrête évidemment pas là. Qui dit millions de téléspectateurs dit opportunité commerciale XXL. Dès la Coupe du Monde 2002, le géant du fast-food McDo devient le sponsor officiel des Escort Kids. L'opération prend une ampleur folle pour le Mondial 2014 au Brésil. McDo sélectionne et envoie plus de 1400 enfants du monde entier sur place pour le tournoi. Seule contrepartie, arborer fièrement le logo de la marque américaine devant des millions de téléspectateurs, des milliards de téléspectateurs sur le t-shirt. Ce deal historique prend fin au Qatar en 2022, récupéré par un autre géant, Adidas. Mais la FIFA n'est pas la seule à avoir compris le filon. En championnat, si la majorité des clubs passent par des tirages au sort ou invitent les enfants des clubs locaux gratuitement, certains clubs ont poussé le cynisme à son maximum. Prenez par exemple le club anglais de Nottingham Forest. Pour offrir la chance à un enfant de fouler la pelouse aux côtés des pros, le club facture la prestation aux parents, plus de 800 € le match. Voilà, 800 balles pour tenir la main d'un joueur et rentrer sur la pelouse. Disons qu'on a parcouru un peu de chemin entre le fait de faire venir les parents au stade et 800 balles le match. Foot business, tu connais.